vais inviter Gilbert Habib et Albert Agege à introduire cette session. Gilbert. Merci de m'avoir donné le micro. Bonjour à tous. Écoutez, session importante maintenant que j'ai le plaisir de modérer avec Albert, et donc savoir qui traite, quand on traite, est-ce que les cardiologues traitent. Moi, j'ai plein d'interrogations. Comment on surveille le traitement? Est-ce qu'on modifie le traitement en fonction de l'évolution? Enfin, on a plein d'interrogations quand on surveille des fabris. Est-ce qu'il faut switcher parce qu'un patient ne répond pas bien? Enfin bref, vous allez répondre à toutes ces questions. Et le premier orateur, c'est Alain Fouillou de Lyon, qui est interniste et qui va nous dire en premier chez qui débutait le traitement spécifique. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, j'ai bien eu le son. Merci beaucoup. Alors, j'ai tenté de partager mon écran. Voilà, est-ce que ça fonctionne? Oui, c'est parfait. Très bien. Donc, je ne suis pas directement interniste, bien que je suis pédiatre, un petit peu un interniste des enfants, mais j'interviens dans la mesure où je travaille dans le centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme, et c'est à ce titre qu'on suit avec nos collègues néphrologues et cardiologues, pédiatres puis adultes, notre cohorte de patients atteints de maladies de Fabry. Alors, j'ai quelques diapositives initiales qui sont généralistes, mais j'insisterai peut-être, excusez-moi, sur un ou deux mots qui me semblent importants pour ensuite voir un petit peu comment on peut aborder le traitement. Le mot qui est important, c'est accumulation de ces glycosphingolipides. Il faut bien voir que cette accumulation, elle est lente, progressive, et elle commence très tôt. Pour nous, pédiatres, elle commence très probablement avant la naissance. Donc, quand on arrive avec le diagnostic, quand on arrive avec tous les moyens pour visualiser cette accumulation, on arrive déjà tardivement par rapport à ce mécanisme qui commence tôt. Et toute la difficulté, ça va être effectivement de savoir, et est-ce qu'on peut le savoir, à partir de quand cette accumulation bascule dans le côté symptomatique et bascule vers le côté qui ne puisse pas nous permettre de revenir en arrière ou d'améliorer la situation. Sur cette deuxième diapositive, il me semble que cette maladie, quand on dit qu'une personne, qu'une famille est concernée par la maladie de Fabry, on ne dit pas suffisamment de choses. Vraiment, on a affaire à des populations différentes. Et il y a une grosse différence entre les familles, les patients qui ont cette forme classique de maladie de Fabry et ceux qui sont hors de cette forme classique. Et ça renvoie peut-être, et ça explique peut-être les difficultés de prise en charge, les particularités psychologiques que vous avez abordées lors des premières sessions. Et c'est vrai que le vécu de la maladie, quand vous avez affaire à une famille qui ont vu des enfants souffrir, qui ont vu plusieurs apparentés décéder, est tout à fait différent que ces patients dont le diagnostic est fait plus tardivement sur une atteinte cardiaque et qui ont pu avoir une vie, qui ont eu une vie relativement indemne de toute symptomatologie. L'autre problème, c'est effectivement le problème des femmes et qui fait qu'elles sont vraiment à part dans cette pathologie, et ça va avoir un grand problème sur donc le traitement et la surveillance. Alors, quand on parle de traitement spécifique de la maladie de Fabry, on parle de 3 molécules avec 2 approches différentes. 2 molécules qui correspondent à un traitement enzymatique substitutif, qui sont déjà donc utilisées depuis longtemps, puisqu'elles ont un AMM depuis août 2001, avec 2 noms différents. Alors, il est important de savoir que ces 2 noms, alpha et bêta, ne renvoient à rien à leur particularité biochimique, mais simplement à l'ordre dans laquelle elles ont été enregistrées auprès des autorités nord-américaines au moment où elles ont tenté de se faire référencer. Vous voyez qu'elles sont donc administrables chez l'enfant, une à partir de 7 ans, l'autre à partir de 8 ans, sous la même modalité, à une posologie différente, une administration IV tous les 14 jours. L'autre approche thérapeutique est l'approche des molécules chaperones, donc qui est une apparition plus récente depuis mai 2016. Là, l'autorisation n'est obtenue qu'à partir de l'âge de 16 ans. Ces autorisations, elles sont limitées à l'âge pédiatrique de par l'absence de données, plus que par des craintes que l'on peut avoir à leur utilisation.
Et comme vous l'avez dit, Catherine Caillot, donc ces molécules chaperones ne concernent que des mutations que l'on considère comme sensibles. Alors, un petit mot quand même, comment ont été mis en évidence l'efficacité de ces traitements enzymatiques substitutifs, puisque c'est eux qui ont commencé. Le facteur d'efficacité, au départ, il a été choisi comme un facteur histologique, c'est-à-dire que c'était la diminution de l'accumulation de GB3 au niveau du plasma, des urines, mais également et surtout au niveau tissulaire. Et les premiers patients qui avaient participé à ces études avaient donc un protocole assez lourd avec une biopsie de peau, biopsie de rein, biopsie de cœur. Tout à l'heure, on parlait des biopsies et était émis l'hypothèse de savoir est-ce que ça pouvait avoir encore une place aujourd'hui dans l'appréciation du traitement ou du diagnostic. Donc, initialement, c'est quand même là-dessus qu'a été référencé ces produits d'enzymothérapie. Et ensuite, on a vu donc effectivement, la littérature est maintenant profuse, de diminution de la survenue des manifestations cardiaques, rénales et cérébrales. Et il apparaît que ce bénéfice est d'autant plus important que le traitement est instauré précocement. Et donc, on a dans l'esprit qu'avec ces traitements, on puisse ralentir, peut-être stopper la progression des lésions d'organes qui seraient déjà apparues, ou alors peut-être même prévenir l'apparition des lésions d'organes, de façon à ce qu'on n'arrive pas jusqu'à une défaillance d'organes. Alors là aussi, le traitement spécifique, il va s'adresser à des patients qui vont être différents, puisqu'on va avoir des patients symptomatiques et des patients non symptomatiques, et des patients qui vont être dépistés par l'étude familiale. Donc on peut avoir des situations qui sont tout à fait différentes, et globalement, chacun de ces patients est potentiellement candidat à bénéficier d'un traitement spécifique. Et effectivement, la question va se poser de savoir chez qui débuter un traitement spécifique, d'une part, mais également quand débuter ce traitement spécifique, puisque chaque patient finalement a une capacité évolutive qui est importante, et sans cesse sa position et sa situation va être renouvelable et va devoir être renouvelée pour savoir exactement où il en est. Le premier élément qui est indispensable quand on veut initier un traitement spécifique, c'est de définir la forme de maladie de Fabry qui concerne le patient dont vous avez la charge. Il faut savoir s'il s'agit d'une forme classique, s'il s'agit d'une forme variante, ou alors c'est une forme qui est non définie. Alors, pour ce faire, vous avez eu dans les premiers exposés, on va déterminer beaucoup maintenant grâce aux anomalies génétiques que l'on connaît. Il y a des anomalies génétiques qu'on connaît bien, qui sont associées aux formes classiques, qui sont associées aux formes variantes. Et dans les formes encore définies, on peut peut-être faire la différence entre deux choses. Première différence, c'est les anomalies génétiques qui sont établies entraînant une maladie de Fabry, mais dont on ne connaît pas forcément le potentiel, classique ou variant, ou alors on a un éventail de présentations avec des manifestations complètes et des manifestations moins complètes. Et puis on a des formes non encore définies, dont a parlé Catherine Caillot, ces fameux GVUS. On peut quand même retenir qu'un homme, ou c'est quand même assez simple, un homme pour parler de maladie de Fabry, on doit avoir une activité alpha-gal qui est anormale, et une accumulation de GB3, et en particulier aujourd'hui le lyso-GB3 a quand même apporté un progrès, et un homme qui a une maladie de Fabry doit avoir un lyso-GB3 élevé. Alors, à partir du moment où on a fait cette classification, il y a une situation qui est assez simple, c'est la forme classique chez un homme adulte. Ça constitue une indication de traitement spécifique, que le sujet soit symptomatique ou asymptomatique. On estime que le potentiel de progression de la maladie va se faire que ce patient adulte homme va développer la pathologie à un moment ou à un autre de sa vie de façon importante. Et il faut le traiter, on va dire, le plus tôt possible. Concernant les femmes chez qui elles sont hétérozygotes avec une situation qui correspond à une forme classique, on va retrouver des indications de traitement, et en particulier si elles sont symptomatiques cliniquement. Alors, quand on dit clinique, il y a une petite particularité clinique, c'est que l'angiokératome n'est pas une anomalie clinique qui doit amener un traitement en lui-même.
premièrement. Et deuxièmement, il y a l'aspect aussi de la cornée verticillée, qui est probablement un très bon élément diagnostique des formes classiques et probablement pour certains auteurs l'anomalie la plus précoce, y compris chez l'enfant. Donc ces deux anomalies mises en évidence ne constituent pas une symptomatologie clinique suffisante pour pouvoir initier le traitement. On va plutôt parler de douleurs neuropathiques, bien sûr des accidents vasculaires, des AIT, des manifestations cardiaques cliniques ou gastro-intestinales. On peut avoir effectivement encore des femmes qui sont complètement asymptomatiques cliniquement, mais qui vont présenter des signes d'atteinte organe. Et c'est l'apparition de toute protéinurie, l'apparition d'une insuffisance rénale, des anomalies à l'imagerie cérébrale et des anomalies cardiaques, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, on n'est pas capable d'établir, et à partir du moment où on met en évidence une anomalie cardiaque, ça représente une indication au traitement. Et il est vrai que c'est les problèmes que vous soulevez, mais qui sont plutôt pour nous une avancée dans notre prise en charge, c'est-à-dire qu'on a des techniques pour mettre en évidence cette atteinte cardiaque de plus en plus précoce, de plus en plus fine. Et en particulier, il y a une chose qui est assez particulière chez ces femmes, c'est qu'on peut voir l'évolution des femmes qui vont développer tout de suite un problème de fibrose cardiaque sans avoir de cardiomyopathie, sans avoir d'hypertrophie ventriculaire gauche. Ça, c'est un élément important. Sur la fin de ces diapositives, il y a un élément qui est important, c'est l'appréciation de l'inactivation de l'X. On estime que ces femmes, il faut leur étudier l'inactivation de l'X pour voir quelle est la proportion de l'allèle muté entre l'allèle muté et l'allèle sauvage, de façon à voir si elle ne rejoint pas une circonstance biochimique et génétique qui puisse les rapprocher d'un homme. Alors, il y a probablement quelques limites, effectivement, parce que cette inactivation de l'X, on le détermine au niveau sanguin et il est peut-être différent au niveau tissulaire. Dans les dépistages, plus dans les dépistages que pour les diagnostics, il faut bien avouer, je suis pédiatre, je peux le dire de façon sans aucune retenue, les pédiatres font peu de diagnostics de maladies de Fabry. Mais aujourd'hui, les diagnostics, on en a beaucoup par ce dépistage familial et se pose la question de savoir à quel moment faire ce dépistage, d'une part, et d'autre part, quand bilanter ces enfants pour envisager un traitement, toujours ceux dont on aura identifié qu'ils appartiennent à une famille avec une forme classique de maladie de Fabry. Le premier bilan, il va être fait chez tout enfant symptomatique. Chez les enfants asymptomatiques, on estime que les garçons, on va débuter le bilan à peu près à l'âge de 5 ans et les filles à l'âge de 12 ans. Et on retrouve chez les filles cet intérêt de l'étude de l'inactivation de l'X. Le traitement chez ces enfants, ils vont être à considérer, là aussi, en cas d'apparition de symptomatologie, de douleurs neuropathiques importantes. Classiquement, on disait douleurs neuropathiques qui résistent au traitement antalgique bien conduit, mais maintenant, c'est un petit peu en train de s'étendre. N'importe quelle albuminurie pathologique est un élément pour envisager de débuter le traitement enzymatique ou spécifique, l'atteinte gastro-intestinale et bien sûr l'atteinte cardiaque. On estime maintenant que ce traitement, il est même à considérer chez le garçon dès l'âge de 5 ans, même en cas de circonstances complètement asymptomatiques. Alors, je vous ai fait figurer sur cette diapositive la situation de 2 hommes et il me semble que leur histoire renvoie un petit peu aux les difficultés aujourd'hui qu'on a dans l'appréciation et l'évaluation de ce traitement. Alors, il s'agit de 2 cousins qui sont séparés de 12 ans. Et ces 2 cousins donc, appartiennent à une famille dans laquelle il s'agit d'une forme classique de la maladie. L'anomalie génétique R227X est associée à une forme classique de la maladie. Alors, ces 2 sujets sont particuliers parce qu'ils ont participé aux premiers essais de traitement enzymatique substitutif qu'on avait fait en France avec le centre de Dominique Germain en 1999. Et donc, aujourd'hui, ils ont ces 20 ans de traitement. Quand on a initié l'essai et ensuite poursuivi le traitement, donc ils avaient ces 12 ans de différence. Et vous voyez le sujet 1, donc au moment du début du traitement, il a 35 ans. Et il a donc une situation déjà marquée, sur le plan rénal tout du moins, puisqu'il a une insuffisance rénale avec une clairance à 70 et une protéinurie significative. Je ne l'ai pas fait figurer, il avait en termes d'atteinte cardiaque une petite hypertrophie avec une épaisseur qui était mesurée à 11 mm.
Et vous voyez que ce patient, malgré l'instauration du traitement, évolue de façon inexorable vers une dégradation de sa fonction rénale. On ralentit peut-être un petit peu la vitesse de développement de la maladie, mais on arrive aujourd'hui à 55 ans avec un patient qui a une insuffisance rénale terminale et qui va avoir besoin d'un programme de greffe rénale. Sur le plan cardiaque, sa situation est beaucoup plus confortable puisque sur la dernière IRM cardiaque réalisée, on ne retient aucune anomalie, ni hypertrophie ventriculaire gauche, ni fibrose, aucune anomalie. Si on le compare à la situation de son cousin, qui est donc 12 ans plus jeune, vous voyez que lui, le traitement enzymatique est initié donc à l'âge de 23 ans, à un âge où il n'y a aucune atteinte cardiaque et où sa situation rénale n'est pas complètement normale, parce que c'est une chose qu'on voit souvent initialement comme premier signe de la maladie, c'est une hyperfiltration. Et il a cette hyperfiltration avec un débit à 131, malgré l'absence de protéinurie. Et vous voyez que lui, sa situation au niveau rénal, elle est restée stable et elle est aujourd'hui satisfaisante. Alors, il a 43 ans, donc on peut la comparer à celle de son cousin, où on voit qu'au moins sur ce plan rénal, il a gagné. Mais on a encore, je dirais, suffisamment encore trop tôt pour savoir si cette situation-là va rester tout au long de sa vie. Par contre, sur l'IRM cardiaque réalisé en 2020, on a eu la surprise de voir apparaître une anomalie au niveau du T1 mapping. Alors, j'écoutais la présentation de Jean-Nicolas Dacher qui mettait son seuil de T1 à 940, je crois. Donc là, je suis à 943. Donc, ça avait été considéré par nos radiologues comme discrètement abaissé. Voilà, et donc, comme anormal, ils nous l'ont noté, et également une plage focale de rehaussement tardif évocatrice d'un foyer de fibrose de faible importance. Donc, incontestablement, cette comparaison vaut ce qu'elle vaut. Hein. Il n'y a pas simplement dans les mécanismes génétiques la mutation de l'alpha-gal qui rentre en jeu, mais quand même, on voit donc qu'on a effectivement gagné sur la fonction rénale. Sur le cœur, on va voir un petit peu ce qui se passe, mais on a encore un recul qui est faible et ce qui se passe au niveau du cœur nous incite peut-être à un petit peu de prudence. Et la question est de savoir, effectivement, est-ce qu'on a commencé suffisamment tôt? Est-ce qu'en commençant encore plus tôt que l'âge de 23 ans, on arriverait à un meilleur résultat? L'autre situation, ça va être la situation donc, des formes variantes. Et la situation est finalement à peu près identique chez les adultes, que ce soit les hommes et les femmes, et par extension chez les enfants. L'indication de traitement, elle va exister s'il y a mise en évidence d'une atteinte rénale, cardiaque ou cérébrale qui est attribuée à la maladie de Fabry. Et ça, c'est un élément extrêmement important. Il faut vraiment pouvoir dire que l'anomalie qui est constatée, c'est en relation avec la maladie de Fabry, c'est-à-dire, in fine, une accumulation de GB3, plasmatique ou tissulaire. Et il faut être particulièrement rigoureux sur cet élément pour dire il y a ou pas une maladie de Fabry. Et donc, l'atteinte, elle peut être clinique, elle peut être biologique par l'atteinte au niveau rénal et elle peut être au niveau cardiaque. On va retrouver la même situation pour les enfants. Hein, et on se posera les mêmes problèmes. Il faudra mettre en évidence que cette atteinte est liée à la maladie de Fabry et on ne va pas traiter avant. Pour vous montrer un petit peu ce à quoi on peut être confronté, comme vous le savez, c'est la situation de ces deux frères qui ont une anomalie génétique qui est établie comme étant un variant. Et quand le diagnostic est fait chez le premier à l'âge de 67 ans, vous voyez sa situation avec donc ce qui a attiré l'attention, une hypertrophie ventriculaire gauche avec un bloc bifasciculaire. Il a une activité alpha-gal qui est très basse, un lyso-Gb3 qui est pas si élevé que ça, comme on le voit dans ces formes variantes, une note d'insuffisance rénale. Son frère qui a 65 ans, alors qu'il a les conditions biochimiques de sa maladie de Fabry à peu près identiques, n'a absolument pas d'atteinte. Et donc, il est évident que ce patient de 65 ans, si on le prend à 50 ans et qu'on le traite pendant 15 ans en disant qu'on a eu une efficacité, on ne sera probablement pas tout à fait dans le vrai. Et donc, c'est le problème posé par ces formes. Donc, pour résumer, on pourrait dire que le traitement spécifique de la maladie de Fabry il est très simple dans une indication qui est formelle avec les hommes avec une forme classique et débuter ce traitement le plus tôt possible avec la question de l'âge. Dans les autres situations, le traitement il est toujours à considérer, bien évidemment, mais il doit être mis en place au terme d'une démarche très rigoureuse
très systématique et qu'il faudra renouveler sans cesse au cours du temps. Voilà, donc je vous ai mis sur la dernière diapositive les principales références bibliographiques sur lesquelles je me suis appuyé pour vous exposer ces différents éléments. Merci de votre attention.